Ils appelaient cela la foi, la médecine, la rédemption et la science secrète. Mais derrière ces mots se cachèrent des scènes qui semblent aujourd'hui monstrueuses. Dans les cellules des monastères, des hommes en soutane mangeaient du sperme comme s'il s'agissait d'un remède contre le péché. Dans les communautés féminines, les jeunes novices s'introduisaient des abeilles vivantes dans le corps, croyant que la douleur les purifierait des tentations charnelles et les guérirait de la stérilité. Dans les châteaux royaux, des médecins saints prescrivaient aux jeunes filles des viols thérapeutiques, expliquant qu'il s'agissait d'un moyen de chasser la mélancolie et les démons de l'utérus. Et aux confins de l'Europe, des sorciers pratiquaient secrètement des rituels où la chair était unie à des cadavres, soi-disant pour renforcer l'union avec Dieu ou pour gagner la guerre. Tout cela n'est pas légende, ce sont des documents, des lettres, des chroniques et des traités médicaux laissés par une époque où le corps n'appartenait pas à l'individu. Les manuscrits médicaux des XIIIe et XIVe siècles consignent des recettes étranges et effrayantes, où le sperme était considéré non pas comme un liquide, mais comme une substance vitale. Les enseignements d'Aristote et les commentaires d'Avicenne, réécrits et adaptés pour les médecins chrétiens, affirmaient que le sperme était un concentré de chaleur et de force. Certains moines, pratiquant en secret, l'utilisaient comme remède contre la faiblesse, l'épilepsie ou la bile noire. Dans les lettres des inquisiteurs, on trouve des lignes laconiques indiquant que dans certains ordres, les frères goûtaient secrètement le sperme pour fortifier leur esprit et leur corps. Cela n'était pas perçu comme un acte de débauche au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il s'agissait d'alchimie de la chair. Chez les femmes, tout semblait encore plus dur. Les chroniques des monastères des terres germaniques du XIVe siècle décrivent des cas où l'on ordonnait aux jeunes religieuses de tremper leur utérus. On leur introduisait des abeilles dans le vagin, car on pensait que les piqûres renforçaient le nœud vaginal et protégeaient des visions démoniaques. La douleur n'était pas accidentelle, on pensait qu'elle chassait la luxure. Des témoignages à ce sujet ont été conservés dans des procès-verbaux judiciaires où d'anciennes novices racontèrent les tortures dissimulées sous le couvert d'une éducation religieuse. Les médecins de l'époque appelaient cela l'éveil de la chaleur intérieure. Les chercheurs modernes pensent que cela provoquait de graves inflammations, entraînant la stérilité et la mort. Mais à l'époque, cela était présenté comme un sacrifice pour le salut de l'âme. La sexualité féminine était généralement considérée comme une maladie qui devait être réprimée. La médecine de l'époque était dominée par l'idée de l'utérus errant, un organe qui pouvait soi-disant se déplacer dans le corps, étouffer la femme de l'intérieur, provoquer des crises, la folie et même la mort. Pour calmer l'utérus, différentes méthodes étaient là pratiquées, de l'inhalation de vapeurs nauséabondes à l'éjaculation forcée d'un homme à l'intérieur. Et cela ne ressemblait pas à un viol, mais à une procédure médicale. Le médecin pouvait prescrire à une jeune fille une union thérapeutique avec son mari ou un autre homme. Des dizaines de cas ont été recensés où les tribunaux ont justifié ces actes des médecins en invoquant la nécessité médicale. À l'autre extrémité du spectre, on trouve des rites qui semblent aujourd'hui inconcevables, même pour le sombre Moyen Âge. Dans des lettres adressées à la curie, les légats papaux font état de rumeurs selon lesquelles certaines sectes, des confréries de l'esprit libre, pratiquaient des actes avec des cadavres. Cela s'expliquait comme un symbole de la victoire de l'esprit sur la chair. La union avec un corps privé d'âme ouvrait prétendument l'accès à un canal pur vers Dieu. Les chroniques françaises du XVe siècle
ont conservé des traces des exécutions de ces groupes où il est fait mention de veillées nocturnes avec les corps de femmes décédées. Les inquisiteurs consignaient cela sans émotion, comme preuve d'hérésie. Mais entre les lignes, la réalité est évidente. Dans les caves et les salles secrètes se déroulaient des scènes qui sont aujourd'hui perçues comme un cauchemar sadique. Il ne s'agissait pas d'exceptions isolées et hideuses. Cela faisait partie d'un système qui reliait la médecine, la religion et le pouvoir. Le corps féminin était perçu comme un réceptacle du péché, la semence masculine comme une source de puissance, la douleur comme une purification, et la mort comme l'instrument ultime et suprême de l'union spirituelle. Ces pratiques n'étaient pas des rumeurs marginales, elles étaient reflétées dans les traités médicaux de l'école de Salerne, les procès-verbaux des tribunaux ecclésiastiques, les rapports des inquisiteurs et les lettres privées des médecins royaux. Et plus on lit ces documents, plus on comprend clairement qu'il s'agit d'une civilisation entière où le corps était le théâtre d'expériences, de punitions et de rituels qui n'avaient rien à voir avec ce que nous appelons l'intimité. C'était un monde où chaque jeune fille vivait sous la menace d'être guérie par la violence, où un moine pouvait dissimuler ses perversions derrière des textes sacrés, où les médecins menaient des expériences sur le corps des femmes avec autant de sang-froid que sur celui des animaux. C'était un monde où le sperme était considéré comme un remède et où le dard d'une abeille était un instrument de salut pour l'âme. Ce qui semble aujourd'hui barbare était en réalité ancré dans les autorités médicales et théologiques qui étaient considérées comme incontestables au Moyen Âge. Lorsque nous lisons les travaux de l'école de Salerne, le plus grand centre médical d'Europe du XIe au XIIIe siècle, nous sommes confrontés à des phrases qui légalisaient la violence et la torture sous couvert de traitement médical. Dans le Regimen Sanitatis Salernitanum, l'un des textes médicaux les plus populaires, copié et traduit dans toute l'Europe, il était affirmé que l'utérus féminin était sujet à la corruption de l'air et à la stagnation du sperme. Pour la libérer, il était recommandé de s'unir à son mari ou d'utiliser une semence chaude et humide. Le disciple d'Avicenne, le médecin Constantin d'Afrique, a introduit en Occident latin des traductions d'ouvrages arabes où l'infertilité féminine était traitée par la chaleur masculine. Mais dans la culture chrétienne, cela a rapidement pris une connotation particulière. La femme devenait un objet qu'il fallait corriger par l'acte, même si elle s'y opposait. Des procès-verbaux judiciaires du XIIIe siècle à Naples ont été conservés, dans lesquels une femme qui avait refusé l'union prescrite par le médecin était accusée de résistance au traitement. Le tribunal a acquitté le médecin. Dans les chroniques monastiques, on trouve des passages qui laissent transparaître l'horreur. Dans l'abbaye de Fulda, en Allemagne, des documents du XVe siècle mentionnent que les novices se voyaient prescrire des purifications par les abeilles. Les abeilles étaient ici placées dans de petits sacs en tissu et insérés à l'intérieur où les insectes piquaient les femmes. Cela était considéré comme un remède contre la luxure et une méthode pour resserrer l'utérus. Un chroniqueur a écrit sans détour « Elle criait et pleurait, mais les matrones disaient que la douleur engendrait la pureté. » Les recueils médicaux officiels sont encore plus effrayants. Dans le traité de Trotta de Salerne, XIe siècle, écrit par une femme médecin, bien que beaucoup attribuant ces travaux à une révision ultérieure par des hommes, on trouve des recommandations pour traiter la mélancolie féminine par des rapports sexuels. Les médecins ultérieurs, s'appuyant sur ces textes, ont justifié la violence envers les femmes comme nécessaire à leur santé. Dans le milieu monastique, le sperme
étaient considérés différemment. Les textes des inquisiteurs des XIIIe et XIVe siècles font état d'accusations contre des ordres pratiquant la collecte de sperme. Cela n'était pas toujours compris comme de la débauche sexuelle. On considérait que le sperme était la quintessence de la vie, qu'il pouvait être mélangé à du vin, à des onguents ou utilisé dans des rituels. Une dénonciation anonyme, trouvée dans les archives de l'Inquisition à Toulouse, décrit comment un groupe de frères goûtait le sperme les uns des autres afin de renforcer leur union et de se purifier de la luxure. Pour le tribunal, cela ressemblait à de l'hérésie. Mais le texte lui-même montre que les participants croyaient au pouvoir sacré de ce liquide. Les viols thérapeutiques constituent un cas à part. Les médecins et les prêtres utilisaient le terme « remedi coitus », remède par l'union. Si une femme souffrait de obsession utérine, hystérie, convulsions, dépression, on lui prescrivait une injection forcée de substances masculines. Les historiens trouvent des mentions de telles procédures dans les traités médicaux de Guido de Coliac, XIVe siècle, ainsi que dans des actes judiciaires de Paris et de Bologne. Dans une lettre d'un notaire florentin du XIVe siècle, il est dit qu'une jeune fille a été guérie de son délire après avoir été unie de force à son mari sur les conseils d'un médecin. Mais si chez les femmes, le traitement était associé à la violence, chez les hommes, il existait d'autres rituels. Dans certaines sectes, reconnues plus tard comme hérétiques, le sperme était utilisé dans des rites rappelant les premières pratiques alchimiques. On l'ajoutait à des bougies, à des pommades, et on l'utilisait même pour tenter de créer la vie, en dehors du corps féminin. Les chroniques mentionnent des réunions secrètes où des hommes en soutane en versaient sur les pages d'un psautier, croyant ainsi donner vie à la parole de Dieu. Toutes ces pratiques coexistaient avec la religion officielle. Les bulles papales condamnaient les excès charnels, mais sur place, dans les monastères, les villages et même dans les cours royales, le corps continuait d'être un objet d'expérimentation. Les chroniques françaises de l'époque de Charles VI mentionnent le procès d'un médecin qui avait ordonné l'union d'une veuve avec un page, où le tribunal a acquitté le médecin, qualifiant ces actes de conseil médical raisonnable. La peur et la douleur accompagnaient chaque femme et chaque adolescent de cette époque. La menace n'était pas seulement le péché, mais aussi le traitement. Non seulement le jugement de Dieu, mais aussi le jugement des hommes. Dans les textes médicaux que les étudiants apprenaient par cœur à Bologne et à Paris, les mots « cura per coitum » ne sonnaient pas comme un crime, mais comme une norme. C'est pourquoi, à la lecture de ces documents, on a l'impression qu'il ne s'agit pas de perversion isolée, mais d'une culture systémique. La femme était transformée en cobaye, l'homme en vecteur de substances médicinales. Et les moines et les médecins devenaient ceux qui décidaient à qui et de quelle manière prescrire la douleur et l'humiliation. Lorsque nous trouvons, dans des sources des XVe et XVIe siècles, des mentions de veillées nocturnes et d'union à travers la chair des morts, nous avons l'impression de lire une fiction. Mais les procès-verbaux de l'Inquisition, conservés dans les archives françaises, espagnoles et allemandes, montrent que ces pratiques existaient bel et bien et faisaient partie d'un fanatisme religieux et d'un mysticisme pervers. Dans le Liber Sententiarum Inquisitionis, livre des sentences de l'Inquisition, on trouve des témoignages où les accusés décrivent des scènes de union avec le corps d'une femme décédée. Dans une affaire à Troyes, France, milieu du XVe siècle, il est question d'une confrérie qui
qui se réunissaient dans des caveaux et pratiquaient un rituel de purification par la mort. Les hommes entraient en contact avec les corps de jeunes filles récemment décédées, croyant ainsi s'approprier leur pureté et leur force. L'inquisiteur a noté « Il disait que l'âme s'élève vers Dieu et que la chair qui reste ici peut servir de réceptacle à leur guérison. » Dans les Pyrénées, des dossiers ont été conservés contre des groupes accusés d'avoir sacrifié des bébés, mais aussi d'avoir pratiqué des rites sexuels avec des cadavres. Un procès-verbal du XVIe siècle provenant d'Aragon contient une note laconique. Il s'unissait à une femme décédée, croyant que la mort ne sépare pas, mais purifie. Cela semble absurde, mais ce document est conservé dans les archives de Tolède et confirmé par d'autres témoignages. En Europe du Nord, les chroniques des monastères rapportent des rumeurs sur des sectes de l'esprit libre. Leurs membres étaient accusés d'utiliser du sperme et du sang qu'ils mélangeaient sur des autels avec les restes des morts. Le chroniqueur allemand du XVe siècle, Helmold, écrivait « Il touchait les corps des défunts comme s'il s'agissait de reliques et disait que c'était le seul moyen d'atteindre la véritable liberté de l'esprit. Il est particulièrement inquiétant que de telles pratiques ne se limitaient pas toujours à des mouvements hérétiques secrets. Des lettres adressées à la curie mentionnent des cas où même des médecins de monastères menaient des expériences sur des cadavres, justifiant cela par l'étude de la nature. On trouve des échos de ces expériences dans les traités d'anatomie du XVIe siècle, tels que ceux d'Andreas Vesalius. Officiellement, ils étudiaient le corps, mais de nombreux élèves ont laissé des souvenirs selon lesquels des rumeurs circulaient parmi les étudiants au sujet de jeux indécents avec les corps des condamnés. Une autre forme était l'alliance avec les morts pour la victoire. Les chroniques liées aux guerres en Bohême au XVe siècle mentionnent des rites sur le champ de bataille, où des actes étaient commis sur les corps de femmes et de jeunes filles mortes afin de garantir la force de l'armée. Dans les rapports des légats papaux, ces histoires étaient qualifiées de rumeurs monstrueuses, mais les témoignages des villages locaux concordaient. Les paysans décrivaient des scènes où, après les combats, les chevaliers se rassemblaient dans les caveaux et cherchaient la force chez les morts. Le thème des expériences sacrées sur les corps est également mentionné dans les dossiers de l'Inquisition. Dans un procès-verbal du XVIe siècle à Milan, un groupe de médecins était accusé d'avoir pratiqué un rituel consistant à appliquer du sperme sur les os des morts, croyant ainsi pouvoir leur redonner force et vie. Pour l'Inquisition, il s'agissait d'hérésie. Mais les documents montrent que les participants eux-mêmes ne voyaient pas là de la débauche, mais à la fois de la science et de la foi. Ainsi, les rites funéraires n'étaient pas simplement l'expression de perversions secrètes, ils faisaient partie d'une culture où les frontières entre médecine, religion et occultisme s'estompaient. Le corps, vivant ou mort, était considéré comme un récipient, un instrument, un matériau pour des expériences et des sacrifices. Dans cette logique, la mort n'était pas une fin, mais une continuation. La chair pouvait être utilisée comme un moyen d'accéder à la puissance, à la purification ou même au salut. C'est pourquoi les chroniques et les protocoles décrivent tout de manière sèche et banale, comme un fait, comme la réalité de leur époque. Ils ne contiennent aucun commentaire effrayant, seulement des lignes indiquant que cela s'est produit. Mais c'est précisément dans cette description froide et dénuée d'émotion que se cache la véritable horreur. Ce ne sont pas des fantasmes, ni des exceptions, mais une partie intégrante du système où le corps n'était qu'un instrument au service d'objectifs étrangers.
qu'il s'agisse d'un médecin, d'un moine ou d'un guerrier. Au Moyen Âge tardif et au début de l'époque moderne, le pouvoir ne se limitait pas aux armées et aux impôts. L'un des principaux instruments de soumission était le contrôle du corps, et en particulier de la sexualité. Le corps des femmes était considéré comme la propriété de la famille, de l'Église et de l'État, tandis que celui des hommes était une ressource pour la guerre et le travail. Mais c'est précisément à travers les pratiques sexuelles que le pouvoir obtenait non seulement la discipline, mais aussi la terreur. Les archives judiciaires de Paris du XVe siècle contiennent des traces de châtiments publics où l'humiliation sexuelle faisait partie de la sentence. Les hommes accusés de sodomie étaient contraints de porter des vêtements féminins et étaient marqués au fer rouge devant la foule. Les femmes condamnées pour débauche étaient souvent soumises à des unions thérapeutiques, directement dans leurs cellules, ce qui était consigné dans les procès-verbaux comme test de fertilité. Pour les autorités, cela n'était pas considéré comme un crime. Au contraire, le corps devenait la preuve que le pouvoir pouvait disposer de chaque veine et de chaque cellule d'un être humain. Dans les cours royales, les pratiques sexuelles étaient un instrument de diplomatie et de politique. Les chroniques de l'époque, de Philippe le Bel et de Charles VI, décrivent comment les favorites et les concubines étaient utilisées non seulement pour le divertissement, mais aussi pour humilier les adversaires. On connaît le cas d'un ennemi capturé qui fut conduit dans une salle où il fut contraint d'assister à un acte sexuel entre le roi et sa favorite en signe de soumission totale. Dans les lettres des ambassadeurs florentins du XVe siècle, ces scènes étaient mentionnées de manière laconique. On lui a montré la puissance du corps du roi. L'Inquisition a encore renforcé le lien entre pouvoir et sexualité. Dans les procès-verbaux des interrogatoires des sorcières, on trouve des dizaines de pages où les interrogatoires se transformaient en tortures sexuelles, lentes et douloureuses. Les femmes étaient contraintes de décrire en détail leur relation avec le diable, et si leurs paroles ne semblaient pas suffisamment convaincantes, elles étaient soumises à des tortures au fer rouge ou à des violences vaginales. Certains procès-verbaux indiquent clairement « Elle a avoué que le diable était entré en elle après qu'elle ait été ligotée et torturée. Il ne s'agissait pas d'une recherche de la vérité, mais de la mise en scène d'un spectacle de terreur où le corps de l'accusé devenait le théâtre d'une leçon publique destinée aux autres. » La pratique de la confession publique occupait une place particulière. Les femmes accusées de fornication étaient obligées de se tenir nues devant les temples et parfois de participer à des rituels de purification publique. Les chroniques des villes allemandes du XIVe siècle mentionnent comment, après des punitions curatives, les filles étaient emmenées sur la place publique et aspergées par un prêtre avec de l'eau mélangée à du sperme masculin, appelé eau de vie. Pour la foule, c'était un spectacle. Pour l'Église, un acte de purification. Pour la femme elle-même, une exécution publique sans couteau. Pendant la guerre, les violences sexuelles n'étaient pas seulement des actes de barbarie spontanés, mais aussi une arme politique. Des documents, datant de la guerre de 100 ans, rapportent que les troupes françaises et anglaises recouraient systématiquement au viol pour affirmer leur domination. Dans un rapport du chroniqueur Jean Froissart, on peut lire « Les femmes de la ville furent rassemblées et livrées aux soldats pour leur amusement afin que personne ne doute du pouvoir du roi. Ici, le corps devenait le prolongement d'un étendard. Il était déchiré et brisé comme les murs d'une forteresse. Même dans les monastères, le pouvoir sur la sexualité était utilisé comme un instrument de discipline. Le supérieur pouvait ordonner aux novices de se soumettre à des épreuves corporelles, justifiant cela
par le fait que le diable agit à travers la chair. Il existe des documents attestant que les religieuses étaient soumises à des contrôles de virginité violents, parfois répétés, sur ordre des autorités ecclésiastiques. Ce contrôle n'était pas secret, il était considéré comme faisant partie de la vie normale de la communauté. Toutes ces pratiques avaient un seul but, montrer que le corps n'appartient pas à l'individu, mais au pouvoir, au roi, à l'Église, à la ville ou au mari. L'humiliation sexuelle devenait un acte politique et la douleur sexuelle un moyen d'intimidation. Pour le lecteur contemporain, cela semble barbare. Mais pour les gens de l'époque, cela faisait partie du système. C'est précisément pour cette raison que les chroniques et les procès-verbaux sont si austères. Ils ne voyaient pas cela comme un crime, ils consignaient la norme. Le plus effrayant dans ces pratiques n'est pas qu'elles se déroulaient dans les recoins sombres des monastères ou lors de réunions secrètes d'hérétiques. Le plus effrayant, c'est leur banalité. Pour des millions de personnes en Europe au XIVe, XVIe siècle, la vie était imprégnée du sentiment que le corps ne leur appartenait pas. Dans les journaux intimes de simples citadins et paysans, qui nous sont parvenus sous forme de fragments, nous lisons des lignes sèches racontant comment une femme craignait la visite du médecin, car celui-ci pouvait lui prescrire une union. Comment un jeune homme avait honte d'avoir été contraint de participer à une collecte de sperme au monastère. Ces notes ne contiennent pas de mots forts, mais c'est précisément en elles que l'on entend la véritable horreur. Ce n'est pas une exception, mais une partie de l'ordre quotidien. La peur de son propre corps était transmise aux enfants dès leur plus jeune âge. On apprenait aux filles à avoir peur de leur corps, à dire que leur utérus pouvait les rendre folles s'ils n'étaient pas calmés par la douleur ou la ligature. On apprenait aux garçons que leur semence était un remède et une force dont disposaient les aînés. Ainsi, génération après génération, des personnes ont grandi convaincues que la douleur et la violence n'étaient pas des crimes, mais faisaient partie du cours normal de la vie. Ce système a même laissé des traces dans la langue. Dans les textes en ancien français et en latin du XVe siècle, on trouve des expressions telles que « cura per dolorem », guérison par la douleur, « sacramentum corporis », sacrement du corps, ou « remedium coitus », remède de l'union. Il ne s'agit pas de codes secrets, mais de termes officiels utilisés par les médecins et les prêtres. Ils ont légalisé ce que nous appellerions aujourd'hui de la torture et du viol. Le souvenir de ces pratiques s'est infiltré dans les légendes populaires. Les récits sur les sorcières nocturnes qui auraient copulé avec des morts reprenaient en partie les procès-verbaux réels des procès. Les histoires de religieuses piquées par des abeilles dans le ventre étaient transmises sous forme de paraboles effrayantes. Même au XVIe siècle, lorsque la Réforme a commencé à détruire le pouvoir de l'Église catholique, les pamphlets protestants se moquaient des catholiques pour leur rite secret de semences, ce qui signifie que les rumeurs et les faits étaient largement connus. Les conséquences sociales étaient monstrueuses. Les femmes qui survivaient à une union thérapeutique restaient souvent estropiées ou stériles. Les hommes qui participaient au rite perdaient souvent tout contact avec la réalité, convaincus que leur corps n'était qu'un instrument au service de la volonté d'autrui. Des communautés entières vivaient dans la crainte d'une humiliation publique. Il suffisait d'être accusé de fornication avec le diable pour se retrouver entre les mains des inquisiteurs qui transformaient votre corps en champ de torture. Et tout cela se passait dans le contexte de grands événements historiques. La guerre de 100 ans, les épidémies de peste, l'essor des universités. Pendant que les rois menaient des guerres et signaient des traités, en bas, dans les monastères et les villages,
des choses tout aussi terribles se déroulaient. Chaque jour, des gens étaient soumis à des rituels douloureux justifiés par la médecine et la religion. Des milliers de documents nous sont parvenus. Procès-verbaux, traités, lettres, chroniques. Ils sont dépourvus d'émotion. Seuls les faits sont relatés. Une femme à qui on a prescrit une union. Un moine qui a goûté à la semence pour guérir. Une confrérie qui a conclu une alliance avec les morts. La froideur de ces sources les rend encore plus effrayantes. Nous voyons comment le système fonctionnait sans prendre conscience de son propre horreur. Aujourd'hui, nous appelons cela des perversions, des crimes, de la nécrophilie et de la violence. Mais pour ces gens, cela faisait partie d'un monde où la religion et la science s'entremêlaient, où la douleur était un remède et la mort une porte vers le salut. Et c'est précisément pour cela que le souvenir de cette époque reste troublant. Il nous rappelle que la culture est capable de légitimer n'importe quelle violence, à condition de la qualifier de sacrée ou de thérapeutique. Au final, il ne reste qu'une seule conclusion, d'une simplicité effrayante. L'Europe médiévale vivait dans une civilisation où le corps ne vous appartenait pas. Il appartenait à l'Église, aux médecins, aux rois, aux maris, à la communauté. Le corps pouvait être soigné par la douleur, purifié par la mort, utilisé à des fins politiques et rituelles, et l'individu n'avait aucun droit de dire non